Aujourd'hui, on va s'intéresser à une véritable énigme de l'histoire du Maroc. Imaginez un peu, un émirat, super puissant, carrément mystérieux, qui a régné sur les plaines de l'Atlantique pendant des siècles, avant de disparaître, quasiment effacé de la mémoire. On parle bien sûr des Bouragouata. Pourquoi réveiller les ombres de la Tamesna? C'est une excellente question et elle est absolument fondamentale pour notre enquête. Alors, pourquoi revenir sur ce passé? Eh bien, tout simplement parce que cet oubli, ce n'est pas du tout un accident. C'est le résultat d'une histoire qui a été volontairement, délibérément, réécrite par ceux qui ont gagné à la fin. Et nous voici au cœur de l'énigme. On a d'un côté un État souverain, l'émirat des Bouragouata, un État qui a non seulement existé, mais qui a prospéré, qui a résisté. Et pourtant, dans les récits officiels, il est souvent réduit à quoi? Une simple note de bas de page, une sorte d'hérésie qu'il faudrait oublier. La question, c'est comment une puissance pareille a-t-elle pu être minimisée à ce point? Plus de 400 ans. C'est juste stupéfiant. Pour qu'on se rende bien compte, c'est plus long que la durée de vie de l'Empire romain d'Occident après sa division. Pensez-y. Depuis sa fondation en 744, juste après la grande révolte berbère, jusqu'à sa chute au XIIe siècle face aux Almohades, eh bien pendant tout ce temps, cet émirat a été une puissance avec laquelle il fallait absolument compter. Bon, et c'est là que ça se complique sérieusement. Toute l'histoire des Bouragouata, en fait, on ne la connaît que d'un seul point de vue, celui de leurs ennemis, c'est-à-dire ceux qui les ont combattus, qui les ont condamnés et qui, à la fin, les ont anéantis. Forcément, ils avaient tout intérêt à les faire passer pour une simple anomalie, une sorte de déviance, histoire de justifier leur propre pouvoir, leur propre légitimité. Ça nous met face à un cas d'école, ce que les historiens appellent un paradoxe historiographique. C'est assez fascinant en fait. On a des chroniqueurs, et pas des moindres, Al-Bakri, le grand, Ibn Khaldoun, qui décrivent avec une précision incroyable la puissance des Bouragouata, leur organisation, même leurs lois. Mais en même temps, ils les condamnent sans appel. Le défi pour nous, c'est donc de réussir à séparer les faits, la vérité brute, du jugement moral qui est plaqué dessus. Regardez, la contradiction est juste flagrante. D'un côté, on a le jugement, le verdict de l'histoire officielle, hérétique, schismatique à jeter aux oubliettes. Et de l'autre, on a les faits bruts rapportés par les mêmes personnes. 400 ans de règne, une richesse agricole dingue, une armée redoutable. Alors, comment on fait pour réconcilier tout ça? Alors, pour vraiment comprendre, pour dénouer les fils de cette histoire, il ne faut pas commencer en 744. Non, c'est une fausse piste. Il faut remonter bien plus loin. On parle de 800 ans en arrière, avant même la fondation de l'émirat, à une époque où un autre empire, un empire immense, essayait de contrôler ces mêmes terres. Notre enquête nous mène donc ailleurs. On laisse de côté, pour l'instant, les manuscrits du Moyen Âge. La première pièce du puzzle, elle est là, sous nos yeux, gravée dans la pierre. Ce sont les archives de l'Empire romain, notamment à Volubilis, qui détiennent la clé, la toute première clé, des origines des Bouragouata. Et là, le dossier romain, il est solide, vraiment solide. On a des géographes, comme le célèbre Ptolémée, qui cartographie une confédération tribale super puissante, les Bakwat. On a des documents administratifs, comme la liste de Vérone, qui les identifie comme une entité politique à part entière. Et le point crucial, c'est que toutes ces sources les placent exactement au même endroit, dans la Tamesna, le futur cœur de l'émirat des Bouragouata. C'est quand même incroyable, non? Et attention, il faut tout de suite chasser une idée reçue. On ne parle pas de quelques tribus nomades sans organisation. Pas du tout. Ces archives de pierre qu'on appelle les hôtels de la paix, elles prouvent noir sur blanc qu'entre le 2e et le 4e siècle, les Bakat négociaient d'égal à égal avec la superpuissance de l'époque, l'Empire romain. On a même le nom d'un de leurs chefs, un certain Hucmétus, qui signe un traité en 175. C'est dire. Du coup, quand Rome finit par se retirer, les Bakat sont déjà les maîtres incontestés de la région. Tous ces indices, mis bout à bout, nous amènent à la thèse centrale, le véritable fil rouge de cette histoire. L'idée qu'il existe un lien direct, une sorte de chaîne ininterrompue entre ces anciens Bakat de l'époque romaine et les Bouragouata du Moyen Âge. Et cette thèse, ce n'est pas juste une supposition. C'est l'historien Jérôme Carcopino qui a vraiment posé les bases scientifiques de cette filiation. Et son raisonnement, il est en 3 points, très clairs. D'abord, la terre. C'est simple, les deux peuples occupent pile le même territoire, la Tamesna. Ensuite, le nom. Les spécialistes en linguistique ont montré que Bouragouata, c'est tout simplement l'évolution phonétique logique du mot Bakwats à travers les siècles. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, l'esprit. On retrouve chez les deux ce même désir farouche d'indépendance, cette même volonté d'autonomie, que ce soit face à Rome hier ou face au grand califat plus tard. Bon, alors, on peut se demander, mais
Que s'est-il passé pendant cette fameuse période des siècles obscurs après le départ des Romains? Eh bien, la réponse, c'est que ce n'était pas un vide. Ce n'est pas comme s'il ne s'était rien passé. C'était en fait une période de transformation. Une transformation silencieuse, sans archives écrites pour nous la raconter, mais bien réelle. C'est pendant ce temps que la confédération des Bakates a muté, a évolué, pour devenir cette nation que les conquérants arabes rencontreront plus tard et qu'ils appelleront les Buragwata. Alors, au bout du compte, quel est le verdict de cette plongée dans l'histoire? Qu'est-ce que ça signifie vraiment, cette continuité sur plus d'un millénaire? Et quel est l'héritage de ce peuple? Le point le plus important à retenir, le voici. L'émirat des Buragwata, ce n'est pas une anomalie historique. Ce n'est pas juste une révolte qui a un peu trop duré. Non, c'est bien plus que ça. C'est l'aboutissement, le point culminant, à la fois politique et culturel, de tout un millénaire de résistance, d'un esprit de souveraineté qui a toujours existé dans les plaines de la Tamesna, et ce, depuis la résistance face aux légions de Rome. Et cette idée, elle est parfaitement résumée par cette citation. La Tamesna, ce n'était pas juste une périphérie un peu rebelle, un coin perdu qui faisait des siennes. Non, c'était un centre, un véritable centre politique, un centre culturel qui était capable de créer son propre système de pensée, sa propre langue sacrée, sa propre armée. Un monde en soi, en quelque sorte, bien distinct des grands empires qui l'entouraient. Au final, en refermant ce dossier, on se rend compte que l'histoire des Bouragouta, c'est bien plus qu'un simple chapitre oublié de l'histoire du Maroc. C'est un rappel très puissant, que l'histoire, c'est souvent un récit, une construction. Et ça nous laisse forcément avec une question essentielle. Combien d'autres histoires comme celle-ci? Combien d'autres nations puissantes ont été volontairement effacées par ceux qui ont eu le pouvoir d'écrire le mot fin?